c'est que derrière chaque restaurant, tu as des histoires de vie complètement différentes. Mhm. Tu peux avoir des reconversions professionnelles à 50 ans, tu as des gens pour qui c'est un héritage familial de plusieurs générations. Cette première année, elle a été un peu déstabilisante pour moi parce que je découvre un monde où on gagne beaucoup d'argent de façon, me semble parfois un petit peu illogique. J'utilisais pas trop le mot influenceur parce que je voulais pas qu'on me confonde avec tous ces espèces de débiles de Dubaï qui ont fait les anges, qui ont fait les ch'tis et qui surfent sur leur notoriété pour faire de l'argent d'une mauvaise façon. Mais typiquement, ça, c'est la représentation exacte de ce que je ne veux plus faire. Je ne veux plus accepter. Tu profites pas de l'expérience de la même façon que si tu étais un client lambda. Moi, quand je vais dans un endroit, je pense lumière, je pense son, je pense prise de vue, je pense à faire une interview du patron, je pense à étudier avant, à lire tout le site internet. Enfin, pas que les gens pensent que influenceur, c'est tu viens, tu poses ton cul, tu profites de l'expérience comme si tu étais un client normal et tu repars. Moi, je sais par exemple que cette marque, je ne travaillerai plus jamais avec elle. C'est terminé, elle m'a dégoûté. Bienvenue sur Rec, le podcast qui parle de créateur économie et sur lequel je vais à la rencontre des créateurs pour qu'ils me racontent leurs histoires, me partagent leurs meilleures anecdotes et les secrets de leur business. Dans l'univers des réseaux sociaux, on distingue principalement deux termes pour désigner les personnes qui créent du contenu. Les influenceurs et les créateurs de contenu. J'ai l'impression que le terme influenceur devient de plus en plus péjoratif. Et si c'est le cas, c'est certainement à cause d'une vague d'influenceurs qui ont abusé de leur pouvoir pour promouvoir des produits qui sont très douteux. Je peux citer la vente de faux certificats médicaux, des crèmes qui te font mincir en 2 jours ou des formations pour devenir millionnaire en crypto en 24 heures. Et tous ces scandales, ils contribuent à décrédibiliser les créateurs de contenu. Face à ces dérives, l'État a réagi et en juin 2023, une nouvelle loi a été adoptée pour réguler l'influence et les réseaux sociaux et combattre tous ces abus. Dans cet épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi Alexis, plus connu sur les réseaux sous le nom de Le Pari d'Alexis. Alexis, c'est un créateur food, il partage ses adresses préférées et va à la rencontre des restaurateurs pour te dénicher des vraies pépites. Et il a aussi suivi de près ce nouveau projet de loi. Et dans cet épisode, il va nous raconter son histoire, comment il est passé du monde de la radio à la création de contenu. Il va nous partager tous ses conseils pour que tu puisses réussir tes opérations commerciales et nous donner les clés pour comprendre cette loi. Bonne écoute. Dans le cinéma, tu as donc la fameuse série 10%, où donc les agents d'acteurs sont payés à la com, et c'est 10%, parce que c'est encadré. On a légiféré là-dessus, c'est pas comme ça, on n'a pas déterminé que c'était 10%, c'est vraiment la loi. Et peut-être que apparemment, prochainement, on aura aussi un encadrement des tarifs pour les agences de créateurs, donc on verra. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? D'encadrer les commissions, tu veux dire ? Encadrer les commissions, je pense que c'est bien. De toute manière, apporter un cadre dans cet univers chaotique, c'est bien. Mais moi, je côtoie des agences et je vois un peu tous les extrêmes. Je vois l'agence qui te permet de doubler ton CA. Et du coup, moi, je suis OK pour même donner 40% de com, merci. Et j'en vois d'autres qui font pas grand-chose. Bien sûr. Ça, c'est à chacun de juger quelle est la qualité de son agent, le travail qu'elle effectue, de comparer avec les autres. Moi, je parle beaucoup à d'autres créateurs qui sont dans d'autres agences. Il y a, dans la food, il y a 5-6 agences qui sont vraiment puissantes. Et moi, je t'avoue que très souvent, je demande à mes copains qu'est-ce que t'en penses, est-ce qu'ils te ramènent aussi des choses ou est-ce que t'es juste une vache à lait voilà. Non, mais moi, je me pose beaucoup de questions sur l'encadrement des agences et pour l'instant, je suis content dans mon agence, mais on verra comment ça évolue. Et c'est une agence qui, du coup, est spécialisée dans la food ou même les 6 agences que tu évoques ? Alors, il y a des agences qui font que de la food, qui se sont lancées uniquement sur ce créneau-là. Moi, c'est une agence je peux la citer, s'appelle Adecrou. C'est une agence qui, à la base, n'était pas du tout dans la food. Elle a lancé un pôle food il y a 1 an. Et donc, moi, je suis là depuis à peu près 1 an aussi. Donc, tu vois, j'étais là vraiment au début de la création de cette branche food. Et voilà, et pour l'instant, ça se passe très bien. Effectivement, ils savent mieux me vendre que je ne saurais le faire. Est-ce que du coup, t'as plein d'agences qui fonctionnent par branche, donc ça peut être des créateurs tech, food, sport, etc. Je serais curieux de savoir, toi, ton retour ou ce que tu as vu un petit peu de cet univers-là. Est-ce qu'ils vont négocier des deals à l'échelle de leur branche qui redispatchent aux créateurs ou est-ce que c'est très spécifique aux créateurs ? Bonne question. Honnêtement, j'aimerais bien savoir. Moi, je t'avoue que moi, je me concentre vraiment sur ce que j'ai fait au quotidien et pas trop dans le business de l'agence tant que ça fonctionne et que je travaille et que voilà. Mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question, je ne sais pas. Ok, je saurais pas te répondre. De savoir.
Mais même, j'ai une autre question pour toi. Après, Ouais. alors, je sais qu'il y a ce qu'on appelle des... Par exemple, souvent, en fait, c'est de l'interagence. C'est rarement la marque directement qui vient voir l'agence. Mhm. C'est la marque qui fait appel à une agence de com, de pub, machin, qui, elle, va venir voir des agences de créateurs. Et donc, souvent, l'agence va venir, bah voilà, par exemple, je sais pas, moi, Danone veut communiquer sur tel nouveau produit. Est-ce que tu as des talents qui pourraient correspondre à ça? Et l'agence derrière va dire, bah oui, moi, j'ai tel talent, tel talent, tel talent. Voilà leur kit média, voilà leur stat et à vous de choisir quoi derrière. Ok. Et ensuite, ils bossent avec chacun des créateurs sur le projet ou toi, tu as déjà été impliqué sur des projets où il y avait plusieurs créateurs et que tu faisais partie vraiment d'une OP conjointe Ouais, mais dans ces cas-là, on n'est pas au courant. Enfin, moi, j'ai pas fait d'OP où il y avait, comme dire, un effet de groupe où on se connaissait tous, où on était tous rassemblés à un endroit. En général, chaque créateur fait sa collab dans son coin. Ok. Et un créateur comme toi, qui parle de food, qui est assez visible sur les réseaux, j'imagine que tu reçois énormément de demandes en inbound, donc ça veut dire des marques qui te contactent elles-mêmes spontanément dans ton Ouais, inbox. ouais. Euh, L'agence, elle fait aussi le travail d'aller démarcher. Par exemple, ça t'est déjà arrivé de dire à ton agence, moi j'aime beaucoup Moulinex, est-ce que vous pouvez les contacter ou ça se fait pas trop? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on fasse davantage d'ailleurs. Voilà, mais ça, bon, j'en ai déjà parlé. Euh, mais après, moi, on va dire que j'ai vraiment... je suis rentré dans le monde de l'influence euh, professionnelle, même si j'aime pas trop ce mot. Mais bon, on va dire que je gagne ma vie, c'est mon métier à plein temps depuis le 1er janvier de 2023. Ok. Avant, j'avais d'autres activités en freelance qui me permettaient voilà, de gagner ma vie. Et puis, bah, là, j'ai plus besoin de ces activités-là pour gagner ma vie. Et du coup, on va dire que depuis le 1er janvier 2023, c'est mon activité principale. Cette première année, elle a été un peu déstabilisante pour moi parce que euh, je découvre un monde où l'argent est plus, comment dire, où on gagne beaucoup d'argent de façon parfois un petit peu qui moi me semble parfois un petit peu illogique. Et du coup, j'ai eu un peu, je pense, tendance à accepter des choses que j'aurais pas dû accepter parce que parfois quand on te dit bah voilà tu vas parler de tel produit et tu vas être payé tant, ben tu perds un peu ouais tu perds un peu la notion de la réalité. Et donc je pense que cette première année j'ai fait pas mal d'erreurs dans les collabs que j'ai faites. Ouais. Et c'est quelque chose que je ne veux plus faire cette année. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que un des trucs que j'ai vraiment envie de mettre en place cette année, c'est justement de plus attendre que des marques viennent à moi étudier leur scénario et l'accepter ou pas. J'ai davantage envie de d'aller voir des marques que j'aime, que j'apprécie, avec lesquelles j'ai envie de travailler, leur proposer des projets et évoluer comme ça. Voilà, j'ai plus envie que ça aille dans l'autre sens en fait. Ouais. Et ça, c'est un gros travail par contre pour aller trouver des idées, trouver les contacts chez les marques, les convaincre. Et donc voilà, j'ai plus envie d'aller vers ça que d'attendre que ça tombe. Ouais, ça fait sens. Et puis, du point de vue de la marque, c'est beaucoup plus puissant parce que tu dis le créateur, il est super impliqué. J'espère. Je Ouais. sais pas encore ce que ça va donner. J'en ai beaucoup parlé avec des agences qui s'occupent de marques, Mhm. en leur demandant est-ce que tu crois que cette démarche-là, d'aller vers l'agence, d'aller vers la marque et de lui dire je vous aime beaucoup, j'ai envie de travailler avec vous, voilà mon projet. Parce que tu sais, parfois les marques, elles ont des agendas éditoriaux, enfin, avec tel projet pour telle date, et on veut pas parler d'autre chose, et voilà. Mhm. Donc bon, faut voir jusqu'où les marques peuvent être ouvertes et jusqu'où elles peuvent avoir des couilles. Ouais, à mon échelle, je pense que c'est un peu différent de la tienne parce que j'ai moins d'abonnés, une communauté qui est un petit peu plus petite. Mais toutes les OP que j'ai faites, peut-être 6 à date ou un truc comme ça, ce sont des OP que j'ai moi-même pitché aux marques. Donc je suis allé les voir, je leur ai dit, OK, j'ai une communauté de créateurs, je suis utilisateur de votre produit ou je connais très bien votre produit et j'aimerais bien le pousser auprès de ma communauté. Est-ce qu'on peut réfléchir à une OP? Et franchement, à chaque fois, ça marche bien. Il y a juste, à mon sens, deux problèmes. Celui que tu as évoqué toi,
c'est difficile de se greffer à leur agenda. Et le deuxième, c'est que tu te mets un petit peu dans un rapport de force qui est à ton désavantage, dans le sens où ils se disent, ok, bah lui, c'est déjà gagné, tu vois. Ouais. Plutôt que de le payer 1005, on va le payer 500 et ça va le faire. Ouais, bah écoute, je te dirais, je vais faire l'expérience cette saison. Mais en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent et surtout, c'est plus sincère quand tu parles d'une marque que tu aimes énormément, même si moi, je fais très attention quand même à faire des collabs avec des marques que j'apprécie. Ouais. Quand je te dis que il y a des collabs que j'aurais pas dû accepter, c'est pas tant sur la marque en elle-même, parce que vraiment, je fais gaffe. Je fais pas de pub, je fais pas de collab, et donc je travaille pas avec des marques telles que McDo, KFC. Ça, c'est un truc que je me suis toujours refusé de faire parce que c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer sur mon compte, qui est la bien bonne manger. Qualité de, voilà, pas forcément bien manger dans le sens healthy, mais en tout cas manger de la qualité. Ouais. Donc je fais très attention quand même avec les marques avec lesquelles je travaille, mais par contre j'ai accepté des collabs avec des marques que j'aime, mais sur des projets, sur des scénarios, sur des idées que je trouvais pas pertinentes et que j'aurais pas dû accepter du coup. Mais dans ce cas-là, c'est la marque qui t'a pitché le projet, bien sûr. Le scénario. Ouais, bien sûr. Et toi, tu sentais que tu pouvais pas... Est-ce que tu sentais que t'étais pas fan du projet dès le début, ou tu l'as vu un peu a posteriori? Non, ça peut... Il y a eu les deux. Franchement, il y a eu... Bon, je citerai pas la marque, mais il y a eu une marque qui m'a proposé un contrat vraiment sur toute l'année, avec laquelle j'étais vraiment très content de travailler, qui est une marque qui est très appréciée des Français. Et donc j'étais content, mais si tu veux, c'est un contrat sur l'année, donc en fait ils te disent voilà, c'est un contrat en 5 temps, tu vas avoir un temps en mai, un autre pour l'été, un autre à la rentrée, etc. Et t'as pas un détail vraiment précis de quel contenu, enfin tu sais combien de contenu, combien de reels, combien de stories tu vas devoir faire, mais sur le contenu exact, c'est un peu flou. Et en fait au final chaque nouveau contenu à faire était de plus en plus galère, avec des allers-retours incessants entre moi, l'agence, qui n'était jamais contente, qui au final, on a produit des contenus qui me représentent absolument pas, qui sont trop publicitaires et dont j'ai presque un peu honte. Donc voilà, je citerai pas la marque, mais typiquement, ça c'est la représentation exacte de ce que je ne veux plus faire, que je ne veux plus accepter. Ok, et le type de partenaire qui t'attire le plus aujourd'hui, c'est quoi du coup? C'est des marques de produits, des chaînes de restaurants? Alors vraiment, qu'est-ce que ça peut être? Ah non, alors vraiment, qui m'attire moi le plus, ouais. Ce que je rêve de réaliser de plus en plus souvent, c'est de travailler avec des offices de tourisme pour aller à la rencontre de la gastronomie de certains pays. Je l'ai fait, là je rentre des États-Unis, donc une collab avec l'ambassade des États-Unis et l'État de Virginie aux États-Unis, qui souhaitait en fait faire connaître un peu la gastronomie, parce qu'on a une image de la gastronomie américaine qui est très fat, très pizza, burger, Coca-Cola, etc. Et en fait, c'est un peu caricatural, comme toute caricature. On fait une fixette sur les excès, mais en réalité, en Virginie, il y a un des terroirs de seafood, donc de nourriture de la mer, qui est exceptionnel. Des crabes bleus, des poissons-chats. En France, on mange énormément de coquilles Saint-Jacques venant de Virginie, il faut le savoir. Dans une célèbre marque de surgelés qu'on connaît tous, ce sont des coquilles Saint-Jacques de Virginie qui sont vendues. J'ai été visiter l'unité de production justement de ces coquilles Saint-Jacques là, qui est la plus grande de la côte est, pardon. Donc voilà, donc passionnant, et ça c'est un truc que je rêve de faire de plus en plus, vraiment voyager pour découvrir des gastronomies et en parler sur mon compte. Et puis après, parler de produits, j'aime beaucoup aussi, j'aime énormément aller dans les coulisses. J'ai eu l'occasion de visiter, il y a cette année aussi, à l'occasion d'une collaboration, une sucrerie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on part de la betterave sucrière, qui est blanche, qui est pas rouge comme la betterave qu'on connaît, et on en sort un paquet de sucre blanc. Incroyable. Et ça, en fait, je trouve ça hyper intéressant d'aller un peu dans les coulisses de la fabrication. Et moi mon rêve, ça serait d'aller
Et c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps et j'ai avancé un petit peu avec quelques marques là-dessus, mais c'est très compliqué parce que les marques sont très réticentes. C'est d'aller dans les usines de fabrication de certains produits. Moi, je rêve, par exemple, je le dis et ils le savent, je rêve parce que c'est un truc que j'adore et c'est pas très très bon pour la santé, mais c'est pas grave. Oups, j'aurais peut-être pas dû dire ça en fait. Je rêve d'aller dans la fabrication de Kinder Bueno. Okay. Parce que c'est un truc que je mange depuis que je suis petit, c'est une de mes addictions, j'adore les Kinder Bueno et j'ai toujours été fasciné par les pubs à la télé où on voit justement ils font la fabrication de la gaufrette avec machin, et en fait j'ai envie d'aller voir en vrai ce que ça donne, mais voilà, je rêve d'aller dans une usine de vaches qui rient, je rêve d'aller dans une usine de plein de produits pour montrer comment ça se passe. Les industriels de l'agroalimentaire sont très frileux là-dessus. Parce qu'il y a des secrets industriels, parce qu'ils n'ont pas envie forcément de casser l'image un peu bucolique qu'ils peuvent renvoyer dans les pubs, avec en fait des unités de production à la chaîne et un peu qui cassent un peu le mythe du produit. Oui. Donc voilà, mais bon, c'est quelque chose que je lâche pas. Écoute, ce serait ouf de voir les coulisses d'un Kinder Bueno. Après, peut-être que ce serait déceptif. Là, on s'imagine un peu un Charlie et la chocolaterie, des boules de noisettes qui tombent. Okay. Mais tu vois, je sais plus qui a fait ça il y a pas longtemps. Je me demande si c'est pas Florian, donc du compte Florian Honner. Je sais plus si c'est lui ou pas, mais qui est allé dans une usine d'un produit industriel. Je me souviens plus non plus le produit. Mais il y a quand même des industriels qui sont OK pour ouvrir. Ouais. Et là, on l'a vu il y a pas longtemps d'ailleurs sur une émission il y a quelques mois, on l'a vu sur M6 dans une émission qui s'appelle Snack Masters. Je sais pas si vous l'avez regardé ou pas. Elle est passée un peu inaperçue cette émission. Elle a fait un flop énorme. En gros, l'idée c'était des grands chefs devaient reproduire des produits industriels. Donc il y avait le Cornetto et le Big Mac. Et on est allé, et donc ils ont les deux marques ont accepté d'ouvrir en fait leur usine de production à M6. Donc on voyait vraiment, on pouvait filmer la fabrication du Big Mac. Alors le Big Mac il se termine sur place dans les restaurants, mais on voyait la fabrication du buns normal, incroyable, etc. Et le Cornetto, donc la glace. Ouais. On voyait exactement comment c'était fabriqué et tout, c'était vachement intéressant. Et pour autant, les gens sont pas bêtes, hein. On se doute bien qu'un cornetto, il est pas fabriqué artisanalement par un Italien dans son sous-sol. Enfin voilà, on le sait, hein, que c'est des usines, c'est des machines en acier. Et bon, voilà, faut pas prendre non plus les Français pour des idiots. Mais je trouve même que c'est rassurant d'un certain côté. Voilà, à partir du moment où on sait que c'est de l'industriel, c'est bien aussi de montrer que l'industriel, c'est pas forcément le grand méchant loup et que un industriel, ça veut pas forcément dire à base de produits chimiques. Voilà, il y a des trucs, il y a des super marques. Et là, je vais t'en citer une avec laquelle je n'ai jamais travaillé, donc c'est vraiment pas du tout intéressé. Mais par exemple, il y a une marque qui s'appelle Paysan Breton, qui est une marque industrielle qui fait du fromage comme Madame Loïc, qui fait du beurre Paysan Breton, etc. Et eux, ils ont des produits qui sont ultra clean. D'un point de vue, il n'y avait pas d'additifs, il n'y a pas de colorants, etc. Mmh. Et pourtant, ce sont des industriels. Donc, industriel, ça ne veut pas forcément dire produits dégueulasses. En fait, ils ont réussi à industrialiser leur production artisanale. Exactement. Quoi, en gros. Exactement. C'est exactement ça. C'est des laiteries indépendantes qui mettent donc c'est des coopératives qui travaillent et qui font des produits, en fait, mais à plus grande échelle que s'ils le faisaient chacun dans leur coin. Et donc, on appelle ça industriel parce que y a des machines qui le font, mais voilà. Et donc ça, j'aimerais tellement aller à la découverte de ces, tu vois, partir par exemple du producteur de lait, aller dans sa ferme, le voir, voir les tireuses qui prennent le lait des vaches et puis suivre le lait, le voir aller dans les citernes et puis après le voir dans l'usine. Je trouverais que c'est ça hyper intéressant et même pour la marque, je trouve ça intéressant. Ouais, faudrait que tu bosses avec les produits laitiers. Je suis sûr qu'ils seraient chauds pour faire quelque chose. En plus, ils font plein de contenu avec des créateurs. Ouais, j'ai bossé l'an dernier, j'ai fait une collab avec l'AOP laitière, donc qui rassemble toutes les AOP, des fromages et du beurre et de la crème en France. Donc pourquoi pas, c'est vraiment c'est des sujets qui m'intéressent énormément, un peu les coulisses. Ok. Et là, ton voyage à New York, comment ça s'est fait ? C'est toi qui as démarché l'office de tourisme ? Non, en fait, je suis parti en février dernier. Je suis parti grâce à souvent les intermédiaires sont des agences de communication qui ont comme clients là en l'occurrence une agence qui a comme client des institutionnels, c'est-à-dire ce sont des offices de tourisme. Alors souvent, c'est pas vraiment des offices de tourisme, ça va être des
des antennes qui travaillent pour des gouvernements ou des États et qui vont faire la promotion du pays. Et, voilà. Et donc je suis parti en Norvège, au-dessus du cercle polaire, au mois de février, grâce à cette agence qui a fait appel à moi, voilà, parce que je pense que peut-être ils avaient repéré mon compte ou je ne sais pas. En tout cas, ils m'ont fait cette proposition. Je suis parti avec eux. Ça s'est super bien passé. J'ai découvert des trucs incroyables. Au-dessus du cercle polaire, il fait entre moins 10 et moins 15 degrés. Je me suis baigné dans l'eau, dans la mer. Enfin, c'était un truc de fou. Ils ont aimé le contenu que j'ai fait et du coup, là, ils avaient comme nouvelle demande l'ambassade des États-Unis qui voulait faire la promotion de la Virginie et ils ont refait appel à moi tout simplement. Ouais, à partir du moment où tu as une OP qui fonctionne bien, ils voient que tu as une bonne éthique de travail, que tu bosses bien, que tu fais des bonnes vidéos, ils essaient de te restaffer sur le projet, quoi. Comme partout, je pense, dans tout secteur professionnel, quand tu fais du bon travail, on refait appel à toi. Quand tu fais de la merde, on va pas faire appel à toi très souvent. Mais je pense que les créateurs peuvent se retrouver aussi dans une situation un peu complexe où ils se retrouvent sur un projet. Tu as donné toi ton exemple, tu vois, avec le projet sur toute l'année là. Si le projet s'est pas bien passé, c'est pas forcément de ta responsabilité, mais est-ce que tu penses que tu es cramé auprès de l'agence? Je sais pas, c'est une bonne question. Alors là, en l'occurrence, sur cette collab-là, je sais qu'on est plusieurs influenceurs et que ça se passe mal avec les autres aussi. Enfin, en tout cas, ceux avec lesquels je suis en contact, ça se passe mal. Donc peut-être que dans ces cas-là, l'agence se dit, bon, le souci vient peut-être plus de la marque que des créateurs. Après, on peut pas plaire à tout le monde et voilà, je vais pas me forcer à faire le dos rond s'il y a des choses qui me plaisent pas. Moi, je reste moi-même, je fais le travail tel que je sais le faire. Si ça plaît pas, tant pis, je retravaillerai pas avec vous. Ouais. Puis, est-ce que j'ai envie aussi de retravailler avec vous, vu que ça s'est pas bien passé? Tu vois, c'est dans les deux sens aussi. C'est aussi eux, il faut se dire, ils peuvent se demander, merde, ce créateur-là, est-ce qu'on va pas le perdre? Est-ce qu'il va pas refuser tout ce qu'on va lui proposer à l'avenir? Okay. Enfin, c'est dans les deux sens, tu vois. Ouais, donc voilà, moi, je sais par exemple que cette marque, je ne travaillerai plus jamais avec elle. C'est terminé, elle m'a dégoûté. J'ai pas fini mon contrat d'ailleurs. Mais bon, ouais. Ah ouais, non, je travaillerai plus jamais avec cette marque, c'est sûr. À New York, tu as dû rencontrer du monde, un peu par hasard, dans la rue, des gens qui t'ont vu avec ton téléphone, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi est-ce que tu as un téléphone? Plus maintenant. Alors à New York, il y a un truc qui m'a étonné à New York, c'est que le secteur de l'influence food est beaucoup moins développé qu'à Paris. Ok. Moi, je n'ai vu quasiment personne dans les restaurants filmer. Et en règle générale, moi, je fais un petit benchmark aussi des influenceurs food dans le monde. Aux États-Unis, il y en a quelques-uns, bien sûr, mais sur du testing de restaurants comme ça, voilà, il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y en a peut-être une dizaine, tu vois, alors qu'à Paris, on est aujourd'hui, on est au moins 50, quoi. Donc, et puis, si on parle de toute la France, ouais, on doit être, je pense, une bonne centaine à avoir un compte avec un nombre significatif d'abonnés. Donc ça m'a assez étonné. J'ai l'impression qu'ils sont, alors qu'on dit que l'influence, ça vient des États-Unis et voilà, sur la food, j'ai été assez étonné que ça soit assez calme. Après. Aujourd'hui, alors aux États-Unis, non, on m'a pas trop demandé ce que je faisais, peut-être parce que je sais pas, la barrière de la langue ou je sais pas trop. Mais en tout cas, à Paris, ça m'est beaucoup arrivé ces 3 dernières années. Là, c'est moins le cas. Je pense que les gens, ou les Parisiens en tout cas, sont habitués à avoir des influenceurs food. Il y avait un petit côté un peu moquerie avant, hein. Ouais. Un peu on se fout de la gueule parce que le mec il est avec son portable, ça y est, il profite pas du moment, avec tous les clichés qu'il peut y avoir sur quelqu'un qui filme son repas. Maintenant, je pense que les gens, en fait, beaucoup se sont abonnés aussi à des comptes food, et donc ils comprennent que c'est pas, il y a un vrai travail derrière en fait. Moi, quand je vais dans un resto, ça peut m'arriver de rester 2h30 parce que je parle avec le patron, j'ai envie de comprendre son expérience, son travail, son itinéraire de vie, et que voilà, on n'est pas là pour bouffer gratos. Parce que beaucoup de gens pensaient que c'était quand même ça à la base d'être influenceur, bouffer gratos et faire 2-3 photos et repartir. Non, il y a un vrai boulot, quoi. Et du coup, quand des gens aujourd'hui te demandent ce que tu fais, ou même ta famille peut-être qui te dit alors Alexis, t'en es où dans la vie? Qu'est-ce que tu racontes? Tu leur dis quoi? Ah, vaste sujet. C'est un truc qui m'a longtemps travaillé, la définition de ce métier.
parce que il y a un mot qu'on connaît tous, c'est le mot influenceur, et il est malheureusement terni par bon nombre de... Alors, il va falloir que je reste calme. Par des gens qui n'ont pas trop de respect pour leur communauté. Et donc, moi, j'utilisais pas trop le mot influenceur parce que je voulais pas qu'on me confonde avec tous ces espèces de débiles de Dubaï qui ont fait les anges, qui ont fait les ch'tis et qui surfent sur leur notoriété pour faire de l'argent et faire de l'argent d'une mauvaise façon, puisque c'est souvent en vendant des choses à leurs abonnés, donc en se servant de leur base d'abonnés pour se faire du fric. Moi, je vends jamais rien à mes abonnés. Je ne vendrai jamais il n'y a pas de code je suis jamais rémunéré sur mes abonnés. Et donc voilà. Et donc, j'utilisais pas trop le mot influenceur. J'avais tendance à dire, moi, je fais des vidéos sur Internet, mais les gens, ils avaient du mal à comprendre. Ils pensaient que peut-être ils prenaient pas vraiment la mesure de ce que c'était. T'étais monteur. Ouais, exactement. Donc voilà, il y a toujours ce sujet, hein, parce que moi, quand je dis aujourd'hui, je suis créateur de contenu, voilà, quand on parle ensemble, peut-être plus c'est une question de génération. Quand on parle de création de contenu avec des jeunes, ils comprennent tout de suite. Mais par exemple, mon papa, ma tante, voilà, qui ne sont pas de la même génération, créateurs de contenu, comprennent pas ce que ça veut dire, alors que influenceurs, ils vont tout de suite comprendre parce qu'il y a beaucoup de notoriété autour de, notamment de ces influx voleurs. Il y a eu Envoyé spécial, alors ça, on en parle souvent. Des influx de Magali Berda et compagnie. Et donc voilà, il y a ce flou, et ça, c'est un truc sur lequel j'ai vraiment envie de travailler. D'ailleurs, c'est marrant parce que il y a quelques semaines, on a rencontré Bruno Le Maire avant que la loi sur les influenceurs soit votée. C'est mon agence qui avait organisé cette rencontre. Et une des questions qui lui a été posée, c'est justement que la dénomination de la loi disait c'est de la loi donc pour encadrer le travail des influenceurs. Et en fait, il y en a qui disaient mais non, mais nous on n'est pas influenceurs, nous on crée du contenu, on est créateur de contenu, il y a le mot création dedans. On n'est pas en train de raconter notre vie et de parler de notre mec qui nous a trompés ou de parler des pilules contre le cancer comme ce type dont j'ai oublié le nom là. Mais bon, bref, voilà. On raconte pas notre vie. On a une thématique qu'on déroule et sur laquelle on travaille et sur laquelle on a donc voilà, donc c'est pas le même métier pour moi. Et du coup ils ont plus ou moins remis dans la loi le terme de créateur de contenu. Intéressant. Plutôt qu'influenceur, ouais. Mais voilà, il y a encore un gros travail, je pense, de pédagogie à faire autour de ça pour que les gens arrêtent de faire la confusion entre ces crétins, encore une fois, je le répète, qui habitent souvent à Dubaï, et nous qui sommes des influenceurs, des créateurs de niche avec une thématique très précise et qui faisons, je pense, du travail honnête. Ouais, complètement. T'évoques ce projet de loi, ça tombe bien parce que moi, j'ai pas fait mes devoirs. Est-ce que tu peux m'expliquer assez simplement déjà en quoi il consiste, quelles ont été les implications pour les créateurs de contenu, et comment est-ce que moi, créateur de contenu, je peux être sûr d'être bien aligné et de faire les choses correctement? Alors en fait, à la base, il a été créé, enfin, en gros, il fallait encadrer, on est le premier pays au monde à encadrer l'activité de créateur de contenu, hein. Bon, ça, on est en France, on aime bien encadrer les choses, on aime bien créer des lois pour tout et n'importe quoi, mais là, je pense que, honnêtement, moi, quand ce projet est né, je l'ai accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, notamment parce qu'il luttait contre ce que certains appellent les influx voleurs. C'est donc tous ces gens que j'ai décrits jusqu'à présent de façon très sympa. Et donc voilà, il apportait vraiment un coup d'arrêt à ces pratiques commerciales très douteuses. Et donc ça, pour moi, ça allait vraiment dans le bon sens. Après, il y a eu d'autres choses qui se sont greffées un peu dessus. Donc en gros, le volet principal de cette loi, c'est que lorsqu'un contenu est rémunéré, il faut qu'il soit clairement identifié comme tel. C'était pas vraiment le cas avant. Là maintenant, c'est obligatoire. Sinon, on peut être embêté par la DGCCRF. Putain, j'arrive jamais à savoir exactement l'acronyme. Mais bon, bref, la répression des fraudes, qui peut t'envoyer des amendes, qui peut, enfin voilà. Donc obligation de dire quand un contenu est rémunéré.
ça, c'est vraiment le gros volet de la loi. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de règles. Donc, par exemple, interdiction de faire la promotion de la chirurgie esthétique, interdiction de faire la promotion de bon nombre de crypto-monnaies et de produits financiers, interdiction du dropshipping dans une grande partie des cas. Donc, le dropshipping, je rappelle ce que c'est souvent, encore une fois, ces influenceurs de Dubaï. J'achète un produit à 50 centimes sur Alibaba et je le revends à 50 € à mes abonnés qui me servent de vache à lait. Donc moi, je trouve ça horrible, en plus, de se servir de ses abonnés, comme si, enfin, de se servir de la crédulité des gens. Je trouve que c'est vraiment scandaleux. Donc ça va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi l'obligation de spécifier lorsqu'une photo est retouchée. Donc ça concerne plus les influenceuses mode, beauté, lifestyle. Parce que je t'avoue que nous, dans la food, on retouche rarement notre visage. On peut retoucher les plats, ça c'est autorisé. Ok. Voilà, s'il y a une trace de doigt sur une assiette, tu as le droit de l'enlever. Mais par contre, physiquement, c'est interdit. Voilà. Et enfin, un des derniers volets de la loi qui, moi, est le plus compliqué pour moi, et le seul qui va avoir un impact vraiment sur mon activité à l'avenir, c'est la déclaration comme chiffre d'affaires des avantages en nature. C'est d'ailleurs la question que j'ai posée à Bruno Le Maire quand on l'a rencontré. Puis à l'époque, ils n'avaient pas encore déterminé le seuil, en fait, au-delà duquel il fallait déclarer. En gros, ce volet de la loi, il m'oblige à déclarer tout ce que je reçois en gifting, donc sans contrat de travail, au-delà de 250 €. À la base, c'était 50 €. Ce qui aurait été très très compliqué pour nous les influenceurs restaurants, parce que souvent quand on va au restaurant, on a une note, on vient à 2. Je peux le dire sans trahir de secret, on a déjeuné, enfin tu m'as accompagné sur un testing il y a quelques semaines. Bah souvent en fait quand on est à 2, l'addition elle grimpe, elle est au-dessus de 50 €. Donc ça aurait été très compliqué, parce que ça voudrait dire que à chaque fois que je fais un resto, tu dois le déclarer. Je dois déclarer en tant que chiffre d'affaires. Et donc payer des impôts enfin ça me fait monter mon chiffre d'affaires, et c'est vraiment pas anodin du tout. Là c'est 250 € le seuil, mais ça veut dire tout simplement un truc tout bête, mais que par exemple ce qu'on appelait les voyages de presse, une agence par exemple Deauville veut faire la promotion de sa gastronomie, voilà, et organise un voyage avec une nuit d'hôtel sur place. Là on est largement au-dessus des 250 €, enfin ne serait-ce que le train, l'hôtel, les restaurants. Et donc typiquement ce genre de voyage là, moi si je vais devoir les décliner en fait, parce que j'ai pas envie de déclarer en tant que chiffre d'affaires mon billet de train. En plus, moi, j'y vais pour faire une vidéo, pour faire découvrir la ville. Je trouve qu'il y a un décalage un petit peu bizarre, surtout que les journalistes, eux, sont pas impliqués par cette loi. Okay. Et donc, il y a pour moi, tu sais, j'ai été journaliste pendant 15 ans, j'ai créé le Paris d'Alexis après. J'ai l'impression de faire le même métier. J'ai l'impression de m'intéresser de la même façon aux gens, aux projets, et de le raconter dans des vidéos. Sauf que les journalistes, eux, ils peuvent être invités dans des endroits pour les découvrir et pouvoir faire des papiers derrière sur ces endroits-là. Moi, si je peux plus le faire, je trouve que là, il y a une inégalité, il y a une injustice un petit peu. La petite subtilité, c'est que à partir du moment où il y a un contrat de travail entre les deux parties, un contrat, à partir du moment où moi je suis rémunéré, le même voyage, je vais plus avoir besoin de le déclarer, parce que je serai dans le cadre de mon activité professionnelle. D'accord. Donc voilà, et là, pour moi, il y a un petit truc un peu bizarre, un peu bancal. Mais après, moi, ça va dans le bon sens, puisque ça veut dire que du coup, je vais devoir être rémunéré pour tous les voyages que je vais faire. Mais voilà, je sais qu'il y a des régions où, enfin, il y a des lieux qui vont annuler en fait ces projets de faire venir des gens. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir assumer derrière la rémunération de 50 influenceurs, par exemple. Est-ce que la rémunération peut être non significative par rapport au package total, par exemple 50 €, ouais. J'y ai pensé. Je pense que c'est contourner l'esprit de la loi n'est pas légal en fait. C'est-à-dire que après, je peux pas te dire, je suis pas avocat. Évidemment. Ouais. Je pense que tu peux le faire, mais
si C'est tu sur te la fais, zone si tu te grise fais et- gauler, Ouais. ils vont te dire non mais là Coco, T'abuses. tu détournes un peu l'esprit de la loi, donc voilà, c'est pas, tu peux te faire rémunérer 1 euro aussi, tu vois. Oui, C'est, symbolique. et bon, donc voilà, un resto, il peut te faire une note de 1 euro. Enfin, tu vois, tu peux contourner la loi, mais la loi te rattrape à un moment, je pense. Mais c'est-à-dire qu'un gîte, par exemple, qui est un peu en difficulté et qui se dit, moi, je vais essayer de faire venir 10 influenceurs, 10 créateurs de contenu autour du voyage, de Mm. la food, Mm. pour qu'ils parlent de mon Mm. lieu et que ça fasse venir du monde, bah lui, Bah ouais, potentiellement, il peut pas. bah ouais, exactement. C'est Ok. pour ça que il peut pas inviter les influenceurs. Ouais. Il peut inviter des journalistes, par contre. Ok. C'est pour ça que là, je trouve ça bizarre. C'est. Mais il On- pourrait les faire payer une somme symbolique, par contre. Ça serait bizarre, mais il pourrait faire payer le créateur, je sais Ah pas, un oui, truc à 90% de réduction sur ouais, la nuitée. ouais. Ouais, effectivement, ça peut être des solutions. Ça peut être des solutions. Mais c'est vrai que c'est bizarre dans le sens où tu vas faire payer quelqu'un qui, au final, va créer du contenu qui va te. Enfin, voilà, c'est un Ouais. travail aussi, en fait. Hein. Ouais. Faut pas oublier que derrière, ben, tu filmes, tu profites pas de l'expérience de la même façon que si tu étais un client lambda sans avoir un travail derrière. Moi, Mm. quand je vais dans un endroit, je pense lumière, je pense son, je pense prise de vue, je pense à faire une interview du patron, je pense à étudier avant, à lire tout le site internet. Enfin, voilà, on n'y va pas de la même façon du tout. Faut pas que les gens Ouais. pensent que influenceur, c'est tu viens, tu poses ton Tu te cul, pointes. tu profites de l'expérience comme si tu étais un client normal et tu repars. On n'est pas du tout sur cette façon de travailler. Enfin, en tout cas, moi, Mhm. je pense peut-être parce que j'ai un passé de journaliste, mais en tout cas, voilà, moi, quand je fais une vidéo, je m'implique à 100%. Ok. Et tes interactions, que ce soit avec Bruno Le Maire, ton agence ou d'autres acteurs de cet écosystème, est-ce qu'elles te font dire que on est assez agile sur ce projet de loi? Par exemple, là, le point que tu soulèves, Bonne question. ils sont ouverts à la discussion ou tu as l'impression que c'est... Alors écoute, en tout cas, avant que la loi soit votée, le seuil était à 50 euros. Ouais. Euh, il a été monté à 250 euros, ça veut dire qu'a priori ils sont quand même à l'écoute. C'est une nouvelle loi. Moi je me rappelle, Bruno Le Maire nous a dit, bon bah voilà, on légifère aujourd'hui, c'est un tout nouveau métier. Mhm. Il va encore évoluer forcément dans les prochaines années. On est vraiment en train de se structurer sur ce métier-là. Donc, bah, potentiellement, il va y avoir des ajustements, des décrets. En fait, les décrets, ça peut changer, ça peut préciser certaines parties d'une loi sans avoir à la revoter au Parlement. Mhm. Donc oui, je pense qu'il peut y avoir quelques petits ajustements. On verra comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment une petite partie de la loi. Dans l'ensemble, cette loi, elle va vraiment dans le bon sens pour Ok. moi. Super. Et qu'on comprenne un petit peu les risques. Moi, créateur, je fais une vidéo sponsorisée, Mm. j'ai une petite audience, Mm. le sponsor me paye peut-être 200 euros. Qu'est-ce qui se passe si je le dis pas ou Alors quels sont les honnêtement, risques aux différentes échelles? si tu as une petite audience, faut savoir que cette nouvelle antenne de la répression des fraudes, aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes. Mhm. Autant te dire que 15 personnes, on estime qu'il y a à peu près 150 000 personnes en France qui ont plus de 10 000 abonnés, donc qui peuvent être considérés comme des influenceurs ou des créateurs. Autant te dire que bon, bah, ils n'auront pas le temps de balayer tous les comptes qu'il y a en France. Donc ils vont, je pense, plutôt se fixer sur les très gros comptes, les comptes à plus de, ou à plus de 50, 100 000 abonnés. Maintenant, pour être vraiment tout à fait transparent, je sais pas trop si je dois dire ce que je vais te dire, mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis toujours honnête. Moi, j'ai été contrôlé, en fait, il y a quelques mois, avant que la loi passe, par la DDPP, qui est une antenne de la répression des fraudes, c'est la Direction départementale de la protection des personnes, qui m'a reproché un certain nombre de postes sur lesquels j'avais pas spécifié qu'ils étaient rémunérés. Mhm. On parle de ça, c'était vraiment bien avant Ouais. toute cette loi, etc. Donc on était sur un déficit d'information, ne serait-ce que pour nous les créateurs, voilà. Et donc bah voilà, donc il y a des poursuites, ils te convoquent, ils te sortent tes bulletins de tes relevés bancaires, en te demandant telle somme que vous avez reçue de telle entreprise, mais vous n'avez pas spécifié sur le poste que c'était rémunéré. Enfin, vraiment, ils vont loin dans l'enquête, tu vois, donc ça fait un peu flipper quand même. Hein. Donc voilà ce que tu peux risquer. C'est une convocation devant... parce que c'est la police quand même, hein, ce sont des agents des forces de l'ordre, on va dire. Donc voilà, t'arrives dans une sorte d'antenne de la préfecture,
voilà, c'est pas anodin. Ça fait un peu peur quand t'as jamais eu affaire de près ou de loin à la police, comme c'était mon cas. Tu fais un peu gloops quand même. Après voilà, moi ils ont vu que j'étais totalement de bonne foi. J'ai rectifié sur le moment tous les postes qui m'avaient topé. Donc voilà, ils ont vu que c'était pas du tout une pratique commerciale volontairement trompeuse ou quoi que ce soit. C'était vraiment 5 postes sur une centaine. Donc voilà, et c'est comme je leur ai dit, c'était soit des postes où effectivement j'ai oublié. Tout simplement, je suis désolé, c'est l'erreur de ma part, j'ai oublié. Mais vous voyez bien que c'est un parmi de nombreux autres qui avaient la mention, donc c'était absolument pas un truc volontairement global. Voilà. Donc tu les as sentis quand même relativement bienveillants. Ou bienveillants. Je te dirai ça quand j'aurai mon jugement final, qui n'est toujours pas tombé. Ça fait maintenant bientôt 1 an. En tout cas, ouvert au dialogue. Mais à l'époque, alors c'était avant toute cette loi et toute cette pédagogie qui a quand même été faite auprès des influenceurs et des créateurs. À l'époque, ils étaient plutôt bienveillants. Ils m'ont dit que le nombre de contenus sur lesquels il y avait des problèmes n'était pas significatif, n'était pas très important. Donc, potentiellement, je vais aller voir une petite amende ou une abandon de charge. Voilà, un abandon de charge, pardon. Donc, on verra ce qu'il en est. Mais je sais que voilà, il y en a qui ont été beaucoup plus lourdement sanctionnés. Il y a Nabila qui a payé une amende de 20 000 €, il me semble. Là, il n'y a pas longtemps, il y en a une autre qui a été topée aussi pour avoir fait de la promotion d'un produit pour les dents, un blanchiment des dents, mais qui était en fait illégal en France et dangereux pour la santé. Elle a eu une amende, je crois, de 50 000 €. Et puis, tu as aussi un certain nombre de créateurs qui ont une obligation de publication sur leur compte en disant j'ai été condamné, voilà. T'en penses quoi? Est-ce que c'est du bashing sur la place publique ou est-ce que c'est une bonne chose? Je suis mitigé sur ce sujet-là. Encore une fois, ça dépend qui est concerné. Quand c'est une erreur, voilà, quand c'est un oubli et que tu sens la personne sincère et que surtout, moi, je différencie encore une fois beaucoup les influenceurs des créateurs de contenu. Par contre, quand c'est, voilà, j'ai retrouvé son nom. Quand c'est un Dylan Thierry, donc Dylan Thierry, il avait fait Koh-Lanta, ensuite il avait fait une émission de télé-réalité, et le gars avait fait la promotion de pilules homéopathiques contre le cancer, qu'il avait donc vendu sur son compte. Donc non seulement tu utilises la crédulité de tes abonnés, mais en plus tu utilises la crédulité des gens qui sont dans la maladie et qui sont vulnérables. Il y avait tout, il cochait tous les cases du loto du connard. Vraiment, Dylan Thierry, vraiment ordure absolue. Vraiment, il représente pour moi tout ce qu'on devrait interdire aujourd'hui. Et alors lui, il est parti à Dubaï ou je ne sais où pour voilà. Mais ces gens-là, oui, je suis pour qu'il y ait des publications judiciaires où ils soient obligés de dire je fais de la merde. Parce que peut-être que les gens vont se réveiller, vont se dire ah oui, en fait on va arrêter de le suivre lui. C'est un mec toxique, il faut pas qu'on l'ait dans. Et d'ailleurs je le dis aussi aux gens qui suivent ces comptes-là. Si vous restez, vous allez continuer à les encourager en fait. Et ils se servent de vous. Donc barrez-vous quoi. Vraiment, il y a tellement de créateurs de qualité, des créateurs voyage incroyables, des créateurs. Enfin, il y a de tout. Il y a de la poésie. Il y a des créateurs papa-maman. Enfin, vraiment, arrêtez d'aller voir des mecs qui alignent pas 3 mots de français et qui. Enfin bon, voilà, ça me désespère un peu. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu un combat perdu d'avance, mais ouais, j'espère que les gens vont se réveiller. Ouais. Tu disais qu'il y avait cette histoire de mention, donc t'as plein de plateformes qui te permettent de mettre une mention qui apparaît de façon un peu spécifique, c'est pas juste un hashtag. Mais c'est quoi le minimum syndical de la mention que tu dois mettre sur un post? Est-ce que juste hashtag partenariat rémunéré, ça suffit? Non. Enfin, ça dépend où. Au fin fond du 250e commentaire. Voilà, c'est ça. C'est pas possible de le faire en tout dernier, tout au bout. En fait, il faut que l'information elle soit accessible librement et sans contrainte. Donc en gros, moi ce que je fais, c'est le plus simple, et c'est ce que nous a conseillé de faire Bruno Le Maire quand on l'a rencontré, c'est tout simplement, lorsque c'est possible, lorsque la plateforme le permet, cocher la case partenariat rémunéré. Moi sur Insta, quand tu vas voir tous mes posts, les posts rémunérés, il y a marqué en haut, partenariat rémunéré, basta, c'est lisible
tout de suite sur la vidéo, de façon libre et sans contrainte, tu le sais, et voilà, c'est le plus simple. Sinon, tu n'es pas obligé de cocher la case, hein, tu peux ne pas la cocher. Il y en a qui le font parce qu'ils pensent que cocher la case, ça fait baisser tes stats et que t'es shadowban, donc ça veut dire que Instagram pousse moins ta vidéo. Je suis pas sûr que ce soit le cas, mais bon, ils le font pas. Et dans ces cas-là, il faut qu'il y ait marqué collaboration commerciale rémunérée. Ok. Mais il faut pas que ça soit tout en bas derrière ta signature et derrière tous tes hashtags, quoi. Faut que ça soit relativement haut. Après, ça sera à la répression des fraudes d'apprécier ou pas. Voilà. Est-ce que partenariat rémunéré, ça suffit ou... C'est collaboration commerciale rémunérée. Ok, d'accord. Ouais. Intéressant, parce que moi, tu vois, par exemple, j'avais mis partenariat rémunéré. Alors, je passe, c'est de la bonne foi, je pense. Exactement. Mais bon, l'idée, c'est... On va dire que dans le guide des bonnes pratiques des influenceurs qui a été fourni par le gouvernement, il y a ce terme-là. Ok. Après, donc, je pense que l'intention suffit. Ouais. Et le gouvernement, du coup, il a partagé un guide à toutes les agences qui l'ont fait, ou même aux créateurs directement. Oui, il est accessible librement sur Internet. Ça, ok. Ouais. Okay. Ouais. Et toi, de tes amis créateurs, etc., t'as l'impression que c'est un sujet auquel ils ont été suffisamment exposés Ouais, parce pas que... assez. Alors, exposé, je sais pas, mais aujourd'hui, franchement, l'information, elle est accessible facilement. Ouais. Quand tu es créateur, tu t'intéresses à ton écosystème, ton métier, je pense. Ouais. Donc, après, voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. Peut-être qu'il y en a certains qui sont dans leur coin, qui font leur taf et qui ne regardent pas du tout ce qui se passe dans l'actualité et qui ont peut-être pas vu passer cette loi. Bon, ça serait étonnant, mais peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand tu veux avoir l'information autour de ton activité, là, le PDF de ce guide, il est accessible extrêmement facilement. Tu tapes sur Google guide des bonnes pratiques des influenceurs, tu l'as tout de suite. Ça fait un bon petit pavé de page, donc voilà, faut un peu de temps pour le lire. Bon, après, tout ne te concerne pas, tu vois. Par exemple, il y a des trucs sur l'utilisation, l'apparition des enfants dans les contenus pour les créateurs qui font des trucs avec leurs enfants, sur les papas-mamans, sur l'éducation, tout ça. Moi, ça me concerne pas. Il y a un certain sur le sport, ça me concerne pas. Sur la retouche, voilà, il y a plein de petits secteurs différents d'influence, mais franchement, l'information est accessible. Ok. Tu as évoqué un petit peu ton passé de journaliste. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ta vie ? Qu'est-ce qui fait que Alexis... L'histoire de ma vie. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à faire des vidéos de restaurants sur Instagram ? Ouais. C'est vrai que c'était pas du tout prévu au début. Hein. J'aurais jamais imaginé, il y a 10 ans, tu m'aurais dit tu fais ça, dans 10 ans, j'aurais jamais imaginé. Moi, ma vie, en fait, je suis tombé fou amoureux de la radio quand j'avais 14 ans. J'ai poussé la porte d'une radio associative à Paris. Vraiment faite de briques et de broc. Enfin, c'était vraiment artisanal. Et en fait, voilà, j'ai mis le casque, j'ai parlé dans le micro. C'était terminé. Je savais exactement au bout de 10 minutes que je voulais en faire mon métier. J'avais 14 ans, je suis rentré à la maison, je dis papa, maman, c'est sûr, je veux faire de la radio dans ma vie. J'avais étudié, je veux faire telle école après le bac. Je fais 2 ans, après je vais partir dans telle radio. Et mon rêve un jour, j'aurais dit, j'avais 14 ans, mon rêve un jour c'est de présenter la matinale de Voltage. Alors Voltage, ça va peut-être pas parlé à grand monde, mais moi j'étais parisien, j'écoutais Voltage, donc Voltage qui est une radio parisienne. Et je sais pas pourquoi, mon rêve c'était pas d'être sur Énergie, c'était pas d'être sur RTL, je voulais faire la matinale de Voltage. Bref, voilà. Et voilà. Et donc, du coup, après le bac, j'ai fait une école de radio, j'ai commencé à travailler sur des médias. Et plus ou moins 10 ans après, j'étais sur Voltage à la matinale que j'ai présentée. Donc, la boucle était bouclée. Voilà, exactement. Le rêve était réalisé. Donc, j'ai travaillé sur Europe 1, sur Sud Radio, sur It West, une radio à Nantes, du groupe Ouest France. J'ai travaillé donc à la matinale de Voltage, à France Bleu, à la matinale également. J'ai enchaîné beaucoup d'années de matinale. La matinale, pour vous faire une idée, c'est un lever vers 4h du matin, c'est un coucher vers 20h, 20h30, donc plus trop de vie sociale, plus trop de vie amoureuse. Le corps n'est pas habitué à se lever à 4h, même après 3 ans de matinale, le corps dit non, il veut pas. Donc physiquement, c'est aussi assez dur. Et donc, j'étais donc sur la matinale de France Bleu, et à la fin de la saison... j'avais créé le Pari d'Alexis quelques mois avant, et à la fin de la saison on me dit bah non, tu vas plus être à la matinale, on te propose autre chose.
Je le sentais pas, j'avais pas trop envie, donc j'ai pas accepté cette nouvelle proposition pour repartir sur une nouvelle saison à la radio. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Tu développes ton compte, j'avais 15 000, 16 000 abonnés à l'époque. Tu vas essayer de développer ton compte et puis d'en faire ton métier. Okay. Je me suis laissé 3 ans pour y arriver. J'ai fait des petits contrats de freelance où je m'occupais des comptes Instagram de restaurants. Et c'est ces contrats de freelance que j'ai arrêtés entièrement au mois de décembre dernier. Ouais. Et donc, pari réussi une deuxième fois sur la capacité à vivre de ce métier, de ce nouveau métier. J'ai pas mal de questions par rapport à ça, par rapport à ton parcours. Déjà, j'aimerais bien savoir, quand tu as décidé de te mettre à 100%, t'en étais où d'un point de vue financier? Est-ce que juste tu savais qu'il y avait une opportunité, que tu avais généré un petit peu de cash et tu t'es dit, OK, si je me mets à 100%, je peux y arriver, ou non, tu as déjà mis de côté? Oh là, je suis très... moi, je suis très fourmi. OK. Je suis pas du tout cigale. Je suis quelqu'un qui met beaucoup d'argent de côté. Je suis très peu dépensier. Je prends jamais aucune décision sur un coup de tête. Toujours très réfléchi. Donc, non, évidemment, je me suis pas lancé à 100% avant d'être sûr de pouvoir en vivre. OK. Donc, voilà. À partir du moment où j'ai compris que, en fait, je gagnais beaucoup plus d'argent en faisant des collaborations avec des marques que tous mes contrats de CM réunis, je me suis dit, là, maintenant, effectivement, il est peut-être temps de raccrocher le community. Donc, je faisais du community management. Ouais. Voilà, à partir du moment où en une collab, tu gagnes autant que tes 5 contrats de CM, tu te dis, oui, là, il y a peut-être un sujet, on va peut-être essayer de se consacrer à 100% à ce compte. Et dessine-moi un peu la chronologie des 3 ans, parce que 3 ans avant d'arriver au stade où on se dit, c'est bon, maintenant, je peux en vivre et je peux en faire mon activité principale, etc. C'est quand même assez long. Ouais. Tu vois. Ouais. En fait, il y a eu une bascule. Ouais. Clairement. Donc moi, je m'arrête à la radio en août 2019. Là-dessus, je prends 4-5 contrats de CM pour des restaurants qui avaient apprécié les posts que j'avais fait sur eux et qui, eux, avaient du mal à gérer leur compte Insta. Et donc, voilà, je prends ça. Ça me fait à peu près le même salaire que ce que je gagnais à la radio. C'est-à-dire pas beaucoup. Et donc, voilà, les mois passent. Moi, je continue à développer mon compte qui prend doucement quelques dizaines d'abonnés par jour, mais pas énorme. Et arrive le 1er janvier 2020, du coup, où les Reels font leur apparition. Ah, d'accord. Et j'écoute une interview du patron d'Instagram qui dit, en gros, dans son interview, l'avenir, c'est la vidéo, c'est les Reels. Nous, on va arrêter de faire des posts photos. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais en gros, il dit voilà, nous, on va vraiment mettre en avant la vidéo. Je te parle vraiment d'une époque où c'était vraiment, on faisait très peu de posts vidéo. On faisait des stories, oui, mais on faisait surtout des posts photos. C'était vraiment Instagram, c'était le réseau social des photos. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, le 1er janvier 2020, tu arrêtes de faire des posts photos. Je n'ai plus fait un seul post photo. Alors, j'en fais peut-être 3 ou 4 par an. Donc, pas beaucoup. Et j'ai basculé en 100% vidéo mon compte. Et là, j'ai commencé l'année à 20 000 abonnés. Je l'ai fini à 120 000, je pense. Donc, j'ai pris 100 000 en un an. Et pareil, voilà, l'année d'après, ça a à peu près été la même chose. Et voilà, 253 aujourd'hui. Félicitations. Donc, vraiment, il y a eu une bascule vidéo. Okay, et moi, je me sens super bien dans la vidéo, peut-être plus que dans la photo, parce qu'il y a la voix, parce qu'il y a le montage, parce qu'il y a ce travail que j'ai appris, moi, pendant longtemps en école de journalisme. Et puis, il y a la voix. La voix, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir la réexploiter. Donc, voilà, c'était une sorte d'évidence pour moi. Et je m'y suis senti très bien dans ce nouveau format d'Instagram. Et ça a plutôt marché. Ça date un peu peut-être, mais tu te souviens de tes premières vidéos? Est-ce que tu avais une idée claire du format que tu voulais mettre en place? Ou est-ce que tu as testé des trucs? Tu as fait de la veille peut-être? Faudrait que je me replonge dans mes premières vidéos. Alors je sais que mes formats ont évolué depuis, parce que
parfois je retrouve dans mon iPhone plutôt que sur mon compte, parce que faut scroller beaucoup pour aller voir les vieilles vidéos, mais parfois je retombe sur des vieux projets dans mes outils de montage et tout, je me dis waouh, mais comment t'as pu sortir des trucs comme ça, mon Dieu, la typo immonde en mode Disney, enfin vraiment, j'avais l'impression que voilà, mais c'est comme tout, quand on retombe sur des vieux Skyblog ou des MySpace, t'as l'impression que la mise en page est horrible et que voilà, on évolue tous et je me souviens plus trop du format que j'avais mis en place au début, mais je pense être en continuel, en continuel, oui, ça se dit. Ouais, Ça ou en constante. En constante. Ouais, C'est le mot que je voulais. ça, Je vais la refaire. Je pense être en constante évolution, et je pense que c'est ce qu'il faut être tous sur Insta. Si tu reposes sur un format que tu gardes éternellement, il y en a qui l'ont fait. Ouais. Et je les citerai pas, mais il y en a un notamment qui n'a pas pris du tout la page des reels, ou qui l'a pris en retard et qui s'est fait dépasser par tout le monde. Et voilà, il faut toujours, je pense, réfléchir, se remettre en question, pas forcément trop regarder ce que font les autres. Parce que faut pas avoir la tentation de copier. Faut toujours garder sa patte, mais en tout cas être à l'affût de ce qui plaît et de ce qui plaît à ta communauté et de ce que toi, les formats dans lesquels tu te sens bien et que tu as envie de développer, quoi. Ok, est-ce que là, toi, tu as senti des nouveaux formats? Ouais, bien sûr. Il y a quoi qui te chauffe? Moi, typiquement, non, mais tu sais, après, c'est des détails. Mais par exemple, quand tu remontes un petit peu, moi, par exemple, avant le mois de juin, mes intros de vidéos n'étaient pas du tout les mêmes. Je faisais des intros de vidéos un peu, comment dire, un peu que je juge aujourd'hui un petit peu ringarde, mais qu'on voit beaucoup sur TikTok, notamment chez les influenceurs qui font des vidéos sur le high-tech, sur les iPhones et tout. Tu vas avoir les 3 astuces indispensables pour ton iPhone, ou les 3 astuces cachées que personne ne connaît sur ton iPhone. Voilà, donc ça, je le faisais un petit peu. Je faisais la meilleure pizza de Paris, partie 1. Tu vois, c'était un peu des trucs pour capter l'attention dans les 5 premières secondes, mais voilà, un peu ringardos sur les bords. Et là maintenant, j'ai complètement changé mon intro. Mon intro maintenant, c'est un face cam de moi dans le restaurant où je suis en train de discuter avec quelqu'un, et donc en fait, j'exporte une phrase que je trouve pertinente de cet échange que j'ai avec quelqu'un. Donc voilà, par exemple, je te parle, on l'a fait ensemble, mais en gros, c'est putain, j'adore leur bao, je trouve ça incroyable, mais c'est beaucoup plus naturel, c'est plus pertinent, les gens voient la personne, enfin il y a une incarnation en fait de la voix, et donc j'ai constaté que ça marchait beaucoup plus aussi. Je l'ai fait 4-5 fois, je me suis dit écoute, les 4-5 fois sont concluantes, donc on va continuer dans cette voie-là. Mais voilà, c'est toujours une évolution. J'ai fait évoluer mes typos également, mes sous-titres. Là, je suis très intéressé par tout ce qui est en train d'arriver avec les IA. Intéressant. Là, j'ai découvert un truc incroyable. Je sais pas, en même temps, c'est des petits secrets, j'ai pas envie de les partager, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai découvert un truc incroyable. Je pense que tu l'as peut-être vu, mais en gros, c'est une IA. Tu uploads ta vidéo. Et alors, il y a plusieurs trucs, mais celle-là, en l'occurrence, tu uploads ta vidéo et elle va te la ressortir avec ta voix, mais en anglais, ou dans d'autres langues. Je parle pas du lip sync, voilà, mais vraiment. Et donc, doublage dans une autre langue. Doublage, mais avec ta propre voix. Qui est clonée, ouais. Alors que tu n'as pas à user, tu n'as pas à apprendre à l'IA à dire des mots, ou à, tu vois, tu pourrais lire un texte en anglais pour qu'elle puisse piocher un peu partout. Non, pas du tout. Je sais pas comment elle fait, mais bon, c'est incroyable. Et donc là, moi, je suis sur des questionnements de, tiens, il y a les JO 2024 qui arrivent, est-ce que je créerais pas The Paris of Alexis, où je reposterai mes vidéos avec la traduction en anglais, et puis du coup tu te dis ouais, mais pourquoi pas en allemand, pourquoi pas en portugais, pour les Brésiliens, les Portugais, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des IA aussi qui te permettent maintenant de te filmer, et ils te recréent un lip sync avec d'autres langues. C'est-à-dire que tu vois, c'est pas c'est pas la voix qui est doublée, mais tes lèvres continuent à parler dans la langue originale. Ils te refont aussi le lip sync des lèvres. Enfin, c'est un délire incroyable. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire aussi là-dessus. Voilà, je suis en veille, mais en veille de nouveautés, mais pas en veille des concurrents.
Ok, intéressant. La partie AI voice dubbing, Ouais. doublage et clonage par l'IA, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et là, en ce moment, je suis en train de créer une offre pour te dire qui est d'aider les créateurs à se lancer dans de nouvelles langues. Ah bah. Tu vois, allez les voir des pas. Allez, monsieur, contrat, c'est bon, signé. Donc, effectivement, il y a une opportunité qui est incroyable. Ah ouais. Et ce qui est cool, c'est que ça va aussi dans le sens des évolutions de produits. Tu vois, YouTube, par exemple, a mis en place il y a un certain moment maintenant une bêta où, en fonction du pays ou de la langue de ton navigateur et de là où tu te positionnes, tu peux changer la piste audio. Ah, super. Et tu vois, en France, je crois que Squeezie, c'est le seul, si je dis pas de bêtises, qui a fait une vidéo où c'est doublé en anglais. MrBeast l'a fait très longtemps dans plusieurs langues. Lui, ce qu'il a fait, il a fait deux choses. Il a créé des comptes dans plein de langues différentes. Et là, en plus, sur son compte principal, tu peux changer la C'est piste génial. audio. Ouais, c'est assez dingue. Mais du coup, ça veut dire que Insta va peut-être aussi s'y mettre. Potentiellement. TikTok, ça m'étonnerait pas qu'ils le fassent eux-mêmes automatiquement dans TikTok. Et juste, les opportunités sont dingues parce que ça va aller vite. Hein. Ça va aller très très vite. Après, le risque quand tu es créateur, c'est que tu te retrouves en concurrence, entre guillemets, avec beaucoup plus de contenu. Mais c'est aussi une opportunité. Mais l'avantage que je vois, nous, dans la food, oui, je comprends, c'est effectivement totalement vrai ce que tu dis pour des créateurs qui, entre guillemets, font leurs vidéos chez eux sans localité. Moi, je vais faire des restos à Paris. Paris, c'est la ville la plus visitée au monde. C'est une des villes les plus connues pour sa gastronomie. Donc en fait, je suis sur un créneau, je pense, où la concurrence avec un influenceur de New York 100%. ou de machin va pas être la même. T'as raison. Parce que le fait est que je suis à Paris et que lui n'y est pas. Au contraire, t'as même beaucoup moins de... Enfin, t'es beaucoup plus privilégié versus Alexis en français, parce que t'es en concurrence avec 50 créateurs sur Paris, alors que là, tu te retrouves quasi seul. C'est clair. Tu pourrais même le faire en italien. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est quelque chose en plus qui peut pas être fait n'importe où. T'as Paris qui est effectivement une des métropoles gastronomiques les plus énormes au monde. T'as Londres, évidemment, mais t'as quelques villes comme ça. Mais par exemple, tu vas pas faire... Attends, faut pas que je cite n'importe quelle ville, mais j'ai beaucoup de respect pour les habitants de Dunkerque, hein. Mais tu vas pas faire un Dunkerque en anglais, en russe, en espagnol. Je suis pas sûr qu'il y ait la notoriété nécessaire pour attirer beaucoup de gens. Paris, on a justement ce rayonnement international. C'est certainement la ville la plus connue pour sa gastronomie. Et donc, il y a tout à faire. Enfin, il y a vraiment un gros potentiel à Paris. Clairement. Donc ça, c'est cool. Et c'est vrai que c'est passionnant de se dire que ça va tellement vite. C'est fascinant. C'est fou. J'ai envie de revenir sur ton passé d'acteur de l'univers de la radio. Ouais. Mais juste avant, je voulais te poser une question qui est plus dans la continuité de ce qu'on disait là. Donc j'espère que je ne vais pas oublier ma question sur la radio, mais bref. Est-ce que tu penses que tu serais créateur de contenu jusqu'à la fin de ta vie? Ou est-ce que tu te revois faire autre chose? Est-ce que tu commences à avoir des envies un peu différentes? Bonne question. Écoute, moi pour l'instant, tant que je m'éclate à faire ce que je fais, je continue. Les risques qu'il y a, c'est de se sentir un jour dépassé. Comme tu le dis, ça va tellement vite avec l'IA. Enfin, moi, jamais j'aurais imaginé il y a un an qu'on allait pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui avec l'IA. Donc voilà, pour l'instant, je suis encore jeune. J'ai pas l'impression. Parfois, j'ai l'impression quand je vais dans les soirées d'influenceurs, par exemple, ou de créateurs. Alors dans la food, on est un peu plus âgé, mais quand il y a des créateurs lifestyle ou même, tu vois, à la school créée notamment par Victor Apchi, c'est vrai que parfois j'avais l'impression d'être un petit peu l'ancien autour de plein de jeunes, plein de talents et tout, et j'étais peut-être pas sur le même créneau, enfin dans la même voilà. Et ça c'est le seul risque qu'il peut y avoir. Après, je connais des mecs qui cartonnent sur les réseaux et qui ont 50, 60 balais et qui s'en fichent un peu, ils font ce qu'ils veulent. Donc moi, tant que j'ai des gens qui me suivent, que je kiffe ce que je fais et que je peux gagner ma vie comme ça, je continuerai. Après, effectivement, oui, j'ai cet amour de la radio qui fait que j'y retournerai certainement un jour. J'aimerais beaucoup revenir en radio pour parler de gastronomie. Ça serait mon rêve. Pas tout de suite. Pour l'instant, on m'a déjà réapproché pour faire de la radio, mais là, j'ai pas envie pour l'instant. Je suis très content dans ce que je fais. Mais potentiellement un jour revenir à la radio. Et puis
ça va tellement vite, encore une fois, que au-delà de l'influence, j'aurai peut-être d'autres envies. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont naître que. Enfin, les réseaux sociaux, il y a un moment, ça n'existait pas, et puis un jour, ça existait. Ouais. Demain, peut-être que il y a quelque chose qui n'existe pas, qui existera, et ça sera autre chose dans lequel j'aurai envie de m'appliquer. Franchement, moi, je suis hyper curieux de la vie, donc voilà, je suis à l'affût. Mais ça te fatigue pas de tester des restaurants à chaque fois à Paris? Non. Tu sais qu'on me pose souvent la question, t'es pas lassé d'aller au restaurant? Ouais. Et en fait, non seulement je suis pas lassé d'aller au restaurant, mais en fait, quand j'y vais pas, ça me manque. Ok. Ouais. Là, pendant les vacances, j'étais content de partir en vacances. Hein. J'étais content de revenir à Paris pour aller dans les restos. Attention, moi, quand je vais dans un resto, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'y vais pas que pour le fait de manger au restaurant. Évidemment. J'y vais parce que c'est beaucoup de rencontres. Ouais. Et moi, j'adore faire des rencontres. Tu vois, encore ce midi, j'étais dans un restaurant de 2 jeunes qui se sont lancés. En fait, c'est ça que je trouve génial. C'est que derrière chaque restaurant, tu as des histoires de vie complètement différentes. Tu peux avoir des reconversions professionnelles à 50 ans. Tu as des gens pour qui c'est un héritage familial de plusieurs générations. Tu as des gens qui, là, en l'occurrence, étaient étudiants en école de commerce et qui ont fait des rencontres avec un type qui a fait une école de cuisine et ils se sont dit, tiens, on va ouvrir un truc ensemble. Moi, je vais être au marketing, toi, tu vas être en cuisine. Bah, je trouve que voilà, chaque histoire est différente et les histoires humaines qu'il y a derrière les restaurants, c'est ça avant tout qui me passionne. J'aime bien manger, mais j'aime encore plus parler et rencontrer des gens. Et c'est quoi l'histoire qui t'a le plus marqué? Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a bouleversé un jour? Voilà, il y en a beaucoup. Il y a toujours, alors, je veux pas dire de bêtises, mais il y a un chef qui s'appelle Alan Jeham qui a eu une histoire personnelle extrêmement compliquée. J'entrerai pas dans les détails parce que je veux pas dire d'erreur, mais qui a connu l'extrême pauvreté vraiment dans son pays d'origine. Je sais plus trop si c'est le Liban ou un autre, mais bon, qui a vécu dans des conditions très très précaires et qui aujourd'hui est un très grand chef reconnu avec plusieurs restaurants et qui gagne très bien sa vie. Et je trouve que c'est toujours beau ce genre d'histoire quand on part de rien et qu'on arrive à tout en haut. Donc voilà, ça c'est très beau. Je pense que c'est celle qui m'a le plus marqué. Après, il y a vraiment beaucoup d'histoires de vie passionnantes. Donc j'ai du mal à t'en sortir une là comme ça qui me saute aux yeux. Mais en tout cas, voilà, chaque histoire est belle. Ouais. Et en tout cas, chaque parcours est passionnant à écouter. Est-ce qu'il y a dans un coin de ta tête, ça trotte peut-être l'idée d'ouvrir ton propre restaurant? Jamais de la vie. Alors, je pense que si un jour j'ouvre un resto, tu vas me ressortir cet extrait. Mais non, mais jamais de la vie parce que en fait, tout simplement, je teste à peu près 200-250 restaurants par an. Je vois les galères que ça peut être quand on est restaurateur. C'est un des métiers les plus difficiles. C'est un des métiers où on voit le moins ses proches, sa famille, où on doit se donner le plus, où on a le plus de soucis quotidiens, de pression. Alors ça va être d'abord le personnel. En ce moment, c'est un enfer pour les restaurateurs, les patrons de restaurants, de gérer le personnel parce que il y a un énorme déficit de serveurs, de cuisiniers. Et alors faut dire aussi que ça a été des conditions de travail, le service en cuisine et en salle qui était très compliqué avec des journées coupées en deux entre les services du midi, du soir. Donc voilà, c'était une vie pas facile. Donc il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui veulent plus faire ces métiers-là. Mais en tout cas, gérer le personnel, c'est un enfer. Gérer la hausse des coûts généraux de l'électricité, des matières premières, là en ce moment, c'est un enfer. Gérer les problèmes de voisinage, voilà, c'est que des galères. Ouais. Après, c'est énormément de bonheur aussi, parce que servir les gens, les rendre heureux, aller à la rencontre des clients, c'est formidable. Mais je sais que c'est trop compliqué. J'ai pas le courage, j'ai pas les épaules, j'ai pas la foi pour ça. Je préfère manger. Ouais, je comprends. Ouais, Tu feras peut-être un pop-up un jour. Voilà, non, mais par contre, ce que je fais, c'est que je travaille, là, je vais travailler avec plusieurs restaurants à créer des plats à mon nom. Okay. Donc là, je travaille notamment sur un cookie, un gros cookie qui se mange, qui a une marque
bon, je vais pas la citer parce que on n'est pas encore à terme sur le projet, mais en gros, c'est des cookies qui se mangent à la cuillère, tu sais, qui sont tout chauds. Tu connais pas? Non, je connais pas, mais... Des gros cookies de dégustation dans des boîtes en bois, et que tu manges comme ça, et un petit peu comme des gros pots de glace, mais c'est des cookies à l'intérieur. Enfin, c'est un gros cookie. Et donc là, je crée ma recette pour le mois de novembre ou décembre. Et donc ça, je trouve ça passionnant par contre. Parce que du coup, j'ai que le côté facile, création de la recette, je fais la promotion, enfin je vais en parler sur mon compte, et voilà. Mais je n'ai pas toutes les galères exécutives et voilà, donc ça c'est top. Et je pense que voilà, j'aimerais bien faire un burger, j'aimerais bien faire des plats qui me ressemblent et qui sont cool, et voilà. Ok. Et pour revenir du coup sur la radio, je voulais te demander, est-ce que tu as eu des moments qui t'ont marqué, des anecdotes un peu folles? Je te pose cette question parce que moi, dans mon esprit, la radio, c'est un peu comme le monde de la télé dans les années 90 ou le monde de la pub dans les années 90-95. Un peu le Far West, il se passe des trucs de malade et tout. Peut-être que je me trompe complètement. Ah, mais tu veux dire vivre des trucs à l'antenne ou hors antenne? Les deux, peut-être. Alors, à l'antenne, oui, je me souviens de plein de choses. J'ai vécu la mort de Michael Jackson sur une radio musicale qui était un des premiers emplois que j'avais. Donc c'est incroyable. Tu bascules, tu vis le moment où la plus grande icône de la musique mondiale disparaît, et donc dans ces cas-là, t'as le directeur d'antenne qui débarque, le responsable musical qui dit bon, on bascule, on met 5 titres de Michael Jackson par heure, on fait une émission spéciale pour le soir. Il y a tout qui se met en place, un peu dans l'urgence, et c'est passionnant, c'est palpitant. Tu l'annonces à l'antenne. C'est moi qui ai annoncé aux auditeurs de la radio pour laquelle je travaillais à la fin d'un disque. Écoutez, on vient de l'apprendre. Non mais voilà, c'est incroyable de pouvoir dire ça aux gens, de leur apprendre une nouvelle comme ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Les annonces de décès, c'est un peu triste, hein, mais bon voilà. Après, j'ai pas revécu une star comme Michael Jackson, donc c'était vraiment unique. Après, j'ai vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vécu. Un jour, je faisais de l'antenne sur une radio, et puis là, donc le disque se termine. J'étais sur une radio musicale, donc les radios musicales, tu parles 15-20 secondes. En général, entre deux disques, tu annonces dans un instant Madonna, mais avant ça, le dernier, je sais pas quoi, et puis voilà. Et là, je prends l'antenne, donc je désannonce le disque, et là, tous les ordinateurs s'éteignent. Et je suis seul au micro, le micro ouvert, j'entends que ça marche encore, mais je veux appuyer sur des boutons, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, tu te retrouves seul, alors que tu as prévu de parler 15-20 secondes sur ton intervention, et tu dois combler. Un monologue de 45 minutes. Non, alors pas 45 minutes, ça a duré, je pense, 1 minute 30, 2 minutes, parce que bon, ils ont vite compris à la technique qu'il y avait un souci quand ils m'ont entendu parler comme ça aussi longtemps. Puis en fait, moi, je l'ai dit aux auditeurs. Moi, je suis hyper naturel. Je dis bon voilà, les amis, je veux pas vous mentir, hein. Il y a plus rien qui marche dans le studio, donc on est ensemble pendant je ne sais pas combien de temps. Je vais vous parler, restez avec moi. Mais voilà, donc ça, c'est des moments un peu rigolos. Et puis il y a les moments où tu quittes les radios sur lesquelles tu as travaillé, qui sont émouvants. Ça m'est arrivé de verser ma petite larmichette, parce que tu quittes des équipes que t'aimes, que tu quittes des auditeurs qui t'ont suivi, enfin voilà, donc de mémoire. Et puis t'as les fous rires aussi incroyables en radio. Et mes plus beaux souvenirs, je pense, ça resteront ceux que j'ai vécus quand j'avais 14 ans, et quand j'ai découvert la radio sous les toits au 5e étage de l'IUFM à Paris. L'IUFM, c'est là où on forme les maîtres et les professeurs. Il y avait un petit jeune qui avait un studio dans une toute petite chambre de bonne. Enfin, c'était incroyable, et ça reste des souvenirs qui sont fous. Et à la radio, tu as l'impression de créer un lien avec les auditeurs, ou comment tu le crées, ce lien? Parce que c'est très unilatéral comme média quand même. Oui, mais t'as pas de commentaires. Mais c'est beaucoup moins unilatéral que la télé, par exemple, je trouve. Okay. Parce qu'il y a ce lien de la voix. Alors moi, tu le crées de ton côté, tu le crées comme tu peux, à travers les auditeurs que tu as à l'antenne, que tu fais jouer, ou enfin avec qui tu parles. Mais je sais que dans l'autre sens, il est beaucoup plus présent, ce lien, en fait. Les gens, en fait, faut pas sous-estimer les gens qui... Alors,
c'est peut-être aussi une question de génération. Je pense que les jeunes écoutent beaucoup moins la radio que ne le faisaient nos parents, même moi et nos grands-parents. Mais moi, j'ai travaillé sur des radios très différentes, avec des publics très différents, et notamment sur les radios un peu plus adultes. Tu sens que en fait, il y a des gens pour qui c'est la seule présence de la journée, qui ont besoin en fait de cette voix pour avoir de la sociabilité. Enfin, voilà, ils sont tout seuls chez eux dans le fin fond d'un département où il se passe pas grand chose, et la voix, en fait, c'est leur ami, c'est leur présence quotidienne, c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qui connaissent en fait. Exactement. Et donc ça tu peux le ressentir quand tu reçois quelqu'un à l'antenne qui hors antenne te dit oh là là mais je vous adore, merci beaucoup, et toi t'as pas l'impression d'avoir fait grand chose parce que tu parles dans un micro, dans un studio où il y a personne, et tu parles à ton écran, et voilà. Mais faut pas sous-estimer le lien qu'il peut y avoir avec la radio, qui à mon avis est beaucoup plus fort que celui avec la télé, où il y a plus d'artifices, où la télé faut tout le temps qu'il y ait du public qui rigole, que voilà. La radio, il y a un côté brut, cash. À la radio ou dans les podcasts, tu peux faire exister les silences. Et c'est très important, les silences. En télé, ça va être monté. Il faut qu'il y ait faut qu'il y ait du rythme. Et moi, les silences, notamment, c'est vraiment un truc que j'ai adoré en radio. J'ai travaillé donc sur des radios plus adultes, comme je te disais, où notamment en interview, quand tu poses une question, j'ai présenté une émission politique pendant 1 an. Et parfois, t'as un silence après ta question qui dure 3, 4, c'est très long, 3 secondes, 4 secondes en radio, c'est extrêmement long, on se rend pas compte, et ça je trouve ça incroyable parce que ça dit tout, ça dit rien et en même temps ça dit tout, un silence. Ouais, c'est très éloquent. Ça dépend ce qui est dit avant et ce qui est dit après, mais en général c'est très pertinent. Est-ce qu'il y a aussi le restaurant, c'est quoi le restaurant dans lequel tu vas le plus souvent? Alors non, alors si. T'as jamais fait un resto Si. En fait, en vrai, j'essaie. 200 restos par an, chaque resto compte, quoi. Ouais, mais il y a plus de 11 000 restaurants à Paris, et en fait, il y en a énormément qui disparaissent tous les ans et d'autres qui naissent. Okay. Il y en a à peu près tout le temps 11 000, mais il y a une rotation énorme. Donc en fait, il y a plus de 250 restaurants qui ouvrent et plus de 250 restaurants qui ferment tous les ans. Donc en fait, je n'aurais jamais fait le tour. C'est impossible. Donc voilà, j'essaye de pas refaire 2 fois les mêmes adresses, ou très exceptionnellement. Mais en revanche, il y a des restaurants que je découvre à travers mes vidéos et que j'aime énormément. Du coup, j'y reviens, mais sans filmer, juste pour mon plaisir personnel. En l'occurrence, il y a un resto que j'adorais, et qui a eu le malheur d'ouvrir en face de chez moi une nouvelle adresse. Okay. Pour mon grand désespoir, parce que du coup j'y passe beaucoup d'argent et beaucoup je mange beaucoup là-bas. C'est Melt. Alors faut aimer la viande, hein, évidemment. C'est un restaurant de barbecue texan. Barbecue texan, le principe, ce sont des viandes cuites à basse température au feu de bois, enfin à basse température, qui sont cuites dans des gros fours à bois et pendant très 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 longtemps, donc entre 9 et je crois 18 heures pour la plus longue. Et donc ça va être des ribs, ça va être du brisket, ça va être du pulled pork, du pulled beef, c'est des viandes avec extrêmement fondantes, avec un goût de fumée bien prononcé. J'adore ce qu'ils font, ils sont en face de chez moi, c'est un enfer. J'y vais au moins 1 fois par semaine. Écoute, je me le note parce que je mange pas beaucoup de viande, mais de temps en temps, je cherchais un bon endroit où faire de la viande un peu américaine, tu vois, pulled pork notamment, ou des bonnes ribs avec une sauce barbecue à l'américaine. Alors si vous allez chez Met, moi je vous conseille le beef chick. C'est du bœuf avec un peu de gras, enfin c'est un truc de malade. C'est hyper addictif. Et est-ce que tu vois, je me posais cette question. En fait, hier, j'étais dans un resto et j'ai kiffé le resto, l'expérience. C'était Fric Frac qui fait des croque-monsieur. Ouais, je suis passé devant plusieurs fois. Ouais, c'est super bon. Et je trouvais ça dommage. En fait, comment formuler ? Je trouve que les restaurateurs n'abordent pas
business comme un vrai business, mais comme un restaurant, dans le sens où moi je viens un peu de l'univers de la start-up, tu vois, où on essaie d'optimiser les taux de conversion, d'améliorer l'onboarding, l'expérience client, etc. Est-ce que toi tu vois des erreurs récurrentes dans les restaurants, notamment quand tu les as accompagnés, que ce soit sur les avis, sur leur com, l'utilisation de Google Maps? Bien sûr, parce qu'en fait, un restaurateur, c'est pas, c'est souvent ce que je leur dis quand ils veulent tout faire eux-mêmes. Je veux dire, moi, je serais incapable de gérer un resto au quotidien. Donc, pourquoi toi, tu veux absolument gérer toi-même ton Insta, tes avis Google, ta stratégie marketing? Ouais. C'est pas ton métier de base, donc délègue. Donc oui, effectivement, il y avait plein d'erreurs. Parfois, il y a des restos qui étaient excellents et qui avaient un compte Instagram, mais vraiment contre-productif. C'est-à-dire qu'il valait mieux ne pas avoir de compte Instagram. Okay. Parce qu'en fait, les gens, quand ils allaient sur le compte Instagram, ça les désengageait, ils voulaient plus venir, en fait. Pareil sur les avis Google auxquels tu n'apportes pas de réponse. Ça, c'est moins grave. Mais voilà, il y a des erreurs stratégiques parfois qui pouvaient être, d'un point de vue purement numérique, puisque c'était vraiment là-dessus que moi, j'avais une expertise. Oui, il y avait beaucoup de travail à faire dans certains restos. Après, à côté de ça, tu as des restos qui, eux, alors souvent, encore une fois, c'est aussi une question de génération, qui, eux, ont très vite compris l'intérêt de... Voilà, je pense, pour moi, une des plus belles réussites numériques. Il y en a plusieurs, mais il y a notamment Père et Fiche, qui est un resto de burgers de poisson, qui, eux, font des vidéos incroyables dans lesquelles ils s'impliquent eux-mêmes, les membres de l'équipe, parce qu'ils ont des gens en interne qui savent très bien faire. Alors, ils font aussi appel à des agences extérieures qui sont encore meilleures, mais voilà, ils ont déjà cette fibre-là, ils ont compris, et du coup, ça se ressent sur toute leur stratégie, et je pense que ça se ressent aussi sur leur façon de travailler, la façon dont ils gèrent tout, en fait, leur stock. Ça veut dire ils vont avoir des outils beaucoup plus modernes parce qu'ils ont moins peur de la technologie. Donc ils vont avoir envie d'aller vers des outils qui les aident au quotidien sur la gestion des invendus, sur la gestion de tout, quoi. En fait, c'est un ensemble. Et voilà. Tu penses quoi des apps comme Emblem? Silence. Alors, c'est dur. Non, je sais pas très bien quoi répondre à cette question parce que je veux pas non plus. Enfin voilà, moi Emblem, j'ai travaillé avec eux. Je suis pas quelqu'un qui crache dans la soupe et qui crache dans la main qui t'a nourri. Donc voilà, je les remercie pour le travail qu'ils m'ont apporté. En fait, Emblem, ils ont ils ont deux activités. Ils ont une activité de community management, ou en tout cas d'accompagnement des restaurants sur leur communication digitale. Donc c'est-à-dire ils vont gérer les comptes Instagram, ils vont produire des vidéos, ils vont faire venir voilà, et ils ont développé une application qui met en relation les restaurateurs avec des créateurs. Ils ont un peu ubérisé la relation entre les créateurs et les restaurants. C'est-à-dire, en gros, toi, t'es créateur, tu as plus de, je crois, 15 000 abonnés, tu peux t'inscrire sur l'application, ton profil est accepté ou pas, après une petite vérification, et ensuite, t'as un certain nombre de restaurants, mais vraiment, c'est comme Uber, ou c'est comme Uber Eats, un peu. Tu sélectionnes le restaurant, ou tu géolocalises autour de toi pour voir les restaurants qu'il y a, et tu vas sur la fiche, et en gros, tu peux manger. T'as le restaurant te dit, bah voilà, moi je t'offre une entrée, un plat, un dessert en échange de un post ou une story, etc. Et tu fais la demande, et voilà. Ils ont vraiment ubérisé cette relation restaurant-créateur. Donc en ça, je trouve que c'était une idée géniale. Fallait l'avoir, cette idée. Et je trouvais que c'était incroyable. Moi, j'y ai jamais eu recours parce que j'ai besoin, comme je t'ai dit, d'avoir ce contact avec le restaurateur. Moi, justement, je viens pas, je fais pas 3 photos et je me casse. Moi, j'ai besoin de parler, d'avoir l'histoire, de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, j'ai pas eu recours j'ai pas eu recours du tout d'ailleurs à cette application. Mais sur le principe, je trouvais ça assez intéressant. Là, ils l'ont changé, ils ont ouvert l'application en fait à n'importe qui. Donc pour faire du UGC. User Generated voilà. Content. Donc du coup, les restaurateurs, pour en avoir beaucoup discuté avec beaucoup d'entre eux, sont pas convaincus par ce nouveau modèle. Après, peut-être qu'ils vont se renouveler, je sais pas. Mais en tout cas, Emblem, ils ont apporté, ils ont un peu bousculé cet univers-là, et en ça, il y a c'est talentueux d'avoir eu cette idée-là.
Après, les relations qu'ils ont avec les restaurateurs, je sais, peuvent être parfois un petit peu problématiques. J'ai des retours très différents des restaurateurs, certains avec qui ça se passe bien, d'autres non. Donc voilà, j'irai pas plus loin. Et comment est-ce que tu t'identifies un restaurant, tu le contactes, tu lui pitches ton Alors moi, projet, je contacte. Alors honnêtement, aujourd'hui, je reçois entre 10 et 15 invitations par jour et encore parfois beaucoup plus en fonction des périodes de l'année. Par mail, par DM sur Insta, via mon agence. Donc mon principal travail aujourd'hui, ça va être plutôt d'écrémer et de choisir parmi toutes les propositions entrantes que j'ai, celles que j'ai envie de privilégier. Pour ça, je fais un petit... Parce que quand je te dis 15 à 20 invitations par jour, il y a de tout. Hein. Il y a aussi bien le très bon resto que vraiment le truc qui fait que du surgelé et qui tente d'avoir une notoriété. Voilà. Et donc, mon travail, c'est d'aller enquêter sur le resto, d'aller regarder tous les avis Google, d'aller voir un peu ce qui a été fait avant par d'autres créateurs, de regarder un peu. Voilà, j'ai des petites astuces maintenant pour essayer de pas me déplacer pour rien. Ça m'est arrivé 2-3 fois l'année dernière de me déplacer pour rien, et donc je trouve que voilà, 2-3 fois sur une année entière, c'est pas énorme. C'est plutôt bien. Ratio, ouais. Dans ces cas-là, quand ça va pas, quand je suis pas satisfait ou que je me dis que j'ai pas envie de partager ce restaurant sur mon compte, je leur dis voilà, non, j'ai pas aimé, vous m'avez invité, si vous voulez je vous rembourse l'addition, mais je publierai pas sur vous. et voilà. Et après, il m'arrive aussi régulièrement soit d'entendre parler d'un resto, donc dans ce cas-là je le contacte, soit on me conseille des restos, mes abonnés me disent il faut absolument que tu ailles tester ce resto, et donc voilà, dans ce cas-là je vais vers lui. Et parfois je marche dans la rue, je passe à côté d'une devanture qui m'intrigue, ça m'est arrivé aujourd'hui, et dans ces cas-là je le contacte sur Insta. Et là je leur dis voilà les gars, je fais des vidéos sur des restaurants, j'aimerais bien venir faire une vidéo sur votre resto qui a l'air super cool, est-ce que vous êtes ok? Et en général ils sont ok. Ouais. Et tu as une idée de l'impact qu'ont tes vidéos sur le business des restaurants? Bien sûr, alors ça dépend grandement de la réussite de la vidéo. Évidemment, une vidéo qui fait 100 000 vues, elle va pas avoir le même impact qu'une vidéo qui fait 1 million. Ouais. C'est évident. À partir de 100 000 vues, il y a un impact. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. En dessous de 100 000 vues, c'est moins facilement palpable. Après, voilà, il y a des restaurants qui m'ont... Voilà, quand on touche à 1, 2 millions, ou même un peu moins, mais à partir de 500 000, je sais que il y a des restaurants qui m'ont dit nous on est complet pendant 1 mois. Suite à ta vidéo. Ouais. Ah ouais, c'est il y a même un resto un jour qui m'a demandé d'enlever ma vidéo parce qu'ils n'arrivaient plus à gérer. En fait, c'est un resto qui était un peu gastro et qui la vidéo a cartonné. Elle a cartonné très vite, elle est vite montée à 1 million en quelques jours. Et donc en gros, ils me disent nous on est complet là pour 1 mois, et en fait le problème c'est qu'on n'a plus de place pour nos clients réguliers, pour nos habitués, et donc c'est problématique. Donc est-ce que tu peux enlever la vidéo? Je leur ai dit non, je peux pas enlever la vidéo. Après ils étaient très contents quand même, tu vois, évidemment, voilà. Mais ça peut avoir ce genre de conséquences en fait. Ça peut te couper de tes habitudes de clientèle. Ouais, après à eux de, réserver une table aux habitués. Exactement. Ou dans leur système de réservation, de gérer le truc, quoi. La plupart des restos font ça. Ils ont des tables amis, famille et amis, ce qu'on appelle famille et amis. Donc voilà, réservées pour les clients habituels. Ok. On arrive petit à petit sur la fin de l'épisode. Ça passe vite, hein? Ça passe très très vite. Est-ce qu'il y a un créateur qu'à ton avis je devrais inviter sur un prochain épisode du podcast? Il y a plein de créateurs que j'aime beaucoup. Alors, moi je pense que, mais je me demande si tu l'as pas déjà fait. C'est pour ça, je ne sais pas qui t'a invité, mais je pense que Victor, Victor vient souvent, ouais. Ouais, voilà. Parce que pour moi, c'est un mec qui n'est pas que créateur pour son propre compte, qui a su créer aussi des marques différentes autour de lui et qui est hyper talentueux, hyper imaginatif. Enfin voilà, c'est un truc de fou ce mec. Et puis après, dans la food purement, moi il y a des comptes que j'aime beaucoup. Je pense au street foodiste qui a sa propre identité, qui est très sympa. Je pense à Constance, Hungry Consti, qui a aussi une très grosse personnalité et une façon de voir la gastronomie qui est très intéressante. On l'a beaucoup vu d'ailleurs, elle fait souvent des apparitions sur M6 dans les émissions autour de la gastronomie. C'est incroyable, je trouve. Ouais. Elle a été dans un
je sais plus, Top Chef pâtissier ou un truc du style. Ouais, elle était sur le tournage du Plus Grand Pâtissier. Elle a Voilà, été jury, Plus Grand elle était jury de Snack Masters, donc le programme Ouais. dont je te parlais tout à l'heure, avec Florian Honner également. Florian aussi, tiens, voilà, Florian. En plus, Florian, on a un parcours qui est un petit peu, qui a pas mal de points communs, puisqu'on a fait de la radio tous les deux. On a travaillé dans le même groupe de radio, donc on était dans 2 studios, l'un à côté de l'autre. Moi, j'étais Énorme. sur Voltage, en fait, lui, il était sur Latina. Et les radios appartiennent au même groupe. Ado FM, Voltage, Latina, et il y en a une autre, mais je me souviens plus. Mais bref, en tout cas, on était dans des studios à côté. On a créé à peu près notre compte. On a commencé à faire un peu ça en même temps. Et donc, trop drôle. Aujourd'hui, on se recroise très souvent dans des soirées, dans des trucs comme ça. Donc voilà, on a un parcours un peu en parallèle. Et c'est un mec très sympa. Et la vidéo longue, parce que Florian il fait des vidéos longues, toi c'est pas un truc qui t'intéresse? Qu'est-ce que t'appelles une vidéo longue? Oui, c'est vrai, maintenant... Mais tu veux dire un format sur Insta? Non, plutôt un format YouTube. Alors oui, moi je suis pense donc que- effectivement moi je suis présent sur Facebook, Insta, TikTok, et j'ai une page YouTube mais très faible. Je dois avoir 1500 abonnés sur YouTube, et c'est un des projets de cette année, Ok, trop cool. c'est d'essayer de développer cette page YouTube. Après c'est tellement différent, Ouais. d'un point de vue ne serait-ce que du format vertical, horizontal. Moi, ça m'oblige à anticiper en termes techniques pas mal de choses. Ouais. Et puis, j'ai pas envie de faire la même chose sur YouTube que sur Insta. Donc voilà, mais je travaille actuellement avec des gens, on développe des idées et on verra où ça va. Voilà, je t'avoue que j'ai aussi envie de faire un peu de podcast, pourquoi pas. Ça rejoint aussi la radio, donc voilà, ça fait 4 ans qu'on me dit mais putain, mais pourquoi tu fais pas un podcast? C'est évident, et en fait je cherche la bonne idée. Je veux pas faire un énième podcast d'interview de chef, donc voilà, je cherche le bon angle, le bon axe de podcast food qui soit original, pertinent et qui n'a pas été fait. C'est très difficile. Par rapport à ton projet de potentiellement visiter un peu les coulisses de l'industrie agro, je me dis que ce serait super intéressant d'avoir par exemple des artisans qui viennent expliquer un petit peu leur activité, comment est-ce qu'ils fabriquent du fromage. Et en plus, tu pourrais même le coupler, je pense, à un petit format vidéo avec eux. Ouais. Ce serait super intéressant de voir... Faut que je regarde si ça n'a pas été déjà fait, parce que je ne veux pas faire un truc qui a déjà été fait. Est-ce que tu penses pas que tout a déjà été fait? Si. Donc Si. t'es un peu condamné, là. Mais peut-être le faire d'une façon en apportant quelque chose de nouveau. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire, hein. Oui, effectivement, les interviews de chef, ça a déjà été fait. Mais si tu apportes un truc en plus, la bonne idée qui va te différencier de tout ce qui a été fait avant, tu vois, il y a un moment, on disait l'interview, tout a été fait dans le style de l'interview. Et puis un jour, il y a eu l'émission En Aparté. Je sais pas si tu vois ce que c'est, En Aparté sur Canal+, où en fait, tu avais une personne qui entrait dans une salle, qui ne voyait pas son intervieweur, qui était une voix off. Et en fait, tu t'es dit, bah non, en fait, tout n'a pas été fait dans l'interview. La preuve, ça, c'était incroyable comme format. Et en fait, voilà, j'ai envie de trouver la petite idée en plus qui va bousculer un peu le format qui peut exister. Voilà. Trop cool. On verra. Bah écoute Alexis, merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec toi. J'étais très bavard, hein, je m'en suis rendu compte. Hein. Non, au contraire. Ok. Si t'es là, c'est pour raconter ton histoire. Ouais, je sais, mais bon, c'est toujours un peu bizarre. Tu sais, moi, j'ai toujours un peu de mal à me dire que des gens sont intéressés. Toujours incroyable de me dire que des gens me suivent sur Insta. Donc voilà, je suis toujours étonné qu'on me demande de répondre à des questions, qu'on s'intéresse à ça. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Ouais. N'hésitez pas à laisser un avis ou à nous dire un petit peu dans vos commentaires votre restaurant préféré à Paris. Et voilà, merci beaucoup et puis à bientôt pour un nouvel épisode.